Bien, bonjour, je suis Victoria Famin, je suis maîtresse de conférences à l'université Lumière Lyon 2, spécialiste en littérature latino-américaine. Bon. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de votre thèse, nous dire en quelle année vous l'avez soutenue et dans quelle université et sous la direction de qui? Eh bien, j'ai soutenu ma thèse de doctorat qui portait le titre Épistémologie d'une proposition théorique sur la littérature, Édouard Glissant à l'épreuve des auteurs francophones et hispanophones des Amériques, Alejo Carpentier, Patrick Chamoiseau et Augusto Roa Bastos. Donc, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2013 à l'université Paris-Sorbonne sous la direction de Beida Chiki. Alors là, vous avez un corpus particulier. Vous me direz si vous vous considérez comme une comparatiste, comme une hispaniste. Ça va m'intéresser de voir comment est-ce que vous périmétrez votre champ de recherche. Mais avant qu'on en vienne là, je voudrais que vous nous parliez de votre parcours. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un parcours banal, d'hispaniste banal comme moi, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que vous avez fait des choses plus originales et plus intéressantes à me raconter? Eh bien, mon parcours est assez particulier. Il est un peu long, mais pour moi très riche. Donc, j'ai commencé à faire mes études universitaires en Argentine, à l'Université nationale du littoral, donc ce qui est en Argentine. Et donc, le parcours était celui d'un étudiant de letras, qui en Argentine est un parcours très ambitieux, très vaste, parce qu'on étudiait la littérature, la linguistique, la théorie du littéraire, sociologie, philosophie, enfin voilà. Hem, ensuite, j'ai eu la possibilité, de venir en France pour être assistante d'espagnol dans un lycée en région parisienne et j'ai saisi cette occasion pour, m'inscrire en L3, ce qui serait aujourd'hui une L3 de lettres modernes à l'université Paris-Sorbonne et j'ai commencé mon parcours en lettres modernes. Donc j'ai fait d'abord une licence, ensuite donc j'ai fait en fait à l'époque c'était une maîtrise en littérature francophone. J'ai continué en littérature francophone en master 2 et j'ai commencé ma thèse de doctorat donc, en littérature francophone dans une première étape. Mais mon parcours était, comme je disais, donc un peu long et varié. Donc, entre-temps, ma situation donc j'ai commencé avec un parcours tout à fait classique. J'ai eu une allocation de recherche, un poste d'ATER, toujours en lettres modernes et ma situation administrative, ayant changé parce que j'avais obtenu une nationalité européenne, j'ai décidé de passer les concours de l'enseignement secondaire et à ce moment-là, j'ai passé un CAPES d'espagnol, puis l'agrégation d'espagnol tout en préparant ma thèse, ce qui a fait que mon projet de thèse a forcément été touché par tout ça et a évolué et donc je me suis, intéressée par justement un regard comparatiste qui m'avait été suggéré en tout début de thèse, mais que j'avais laissé de côté et qui finalement m'a semblé le plus intéressant et la vie a fait que, aujourd'hui je me considère, comparatiste, hispaniste, voilà. Alors, comme moi, je suis très curieuse, donc je vais rembobiner un petit peu, revenir en arrière. Ils portaient sur quoi les mémoires de la maîtrise et du DEA alors? Eh bien, le mémoire de maîtrise portait sur, déjà la, littérature francophone et plus particulièrement la littérature antillaise et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était, la réflexion sur la disparition, ce que je voyais comme une disparition des littératures nationales. Hmm. C'est-à-dire qu'il y avait donc pour moi, dans la littérature antillaise du XXIe siècle, une vérit fin 20e et début du XXIe siècle, une véritable réflexion sur le besoin de concevoir les littératures en laissant de côté, le concept de littérature nationale. Et ensuite, mon mémoire de master 2 était, prévu à cette époque à Paris-Sorbonne comme un projet très détaillé de la thèse qu'on compte faire. Donc, déjà, mon mémoire de master, 2 portait exclusivement sur, l'œuvre d'Édouard Glissant, sur, les essais d'Édouard Glissant et ensuite, voilà, j'ai soutenu ce mémoire qui a convaincu,
les enseignants pour ensuite me suivre comme directrice donc de thèse. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous avez... Alors, évidemment, je devine, hein, étant moi-même américaniste, j'avance un petit peu en avant. Mais malgré tout, expliquez-nous le pourquoi de votre corpus. Pourquoi vous avez rassemblé ces textes-là ensemble? Alors, c'est le corpus, de ma thèse est arrivé, dans une étape, disons, une deuxième étape et il était pour moi important, de, mettre en contact, en dialogue toutes les réflexions d'Édouard Glissant avec des auteurs de la Caraïbe, oui, bien sûr, mais aussi des auteurs latino-américains. Mm. Il m'est semblé important pour moi de heu, montrer à quel point, les propositions glissantiennes sur la littérature n'étaient pas uniquement valables, pour, tout ce qui était littérature caribéenne, ça m'est semblé un peu évident quoique, mais aussi pour la littérature latino-américaine dans une première étape, parce que j'avais délimité un peu mon corpus, mais ma conviction profonde était, que justement, ces propositions sur le littéraire pouvait vraiment, permettre de lire autrement la littérature en général, en dehors voilà, des aires, géographiques que nous sommes habitués à délimiter. Et donc, le choix du corpus, est lié à mes expériences de lectrice personnelles. Enfin, heu, en ce qui concerne Alejo Carpentier, bon, bien entendu, c'était un auteur que j'avais beaucoup étudié en Argentine et puis en France, pas vraiment parce que, je n'avais pas fait des parcours d'hispaniste en France, mais heu, tous les auteurs, même les auteurs francophones, se référaient à Alejo Carpentier comme justement une figure incontournable et il m'intéressait, d'aller vers un texte qui est, à mes yeux, moins étudié que, El reino de este mundo, El siglo de las luces et cetera et je voulais relire un texte qui était à mes yeux un peu laissé de côté et voir si, à partir des propositions de réflexion qu'Édouard Glissant présentait, on ne pouvait pas, lire autrement ce 1er texte d'Alejo Carpentier. En ce qui concerne, Patrick Chamoiseau, c'était vraiment ma porte d'entrée dans les littératures francophones. Pour moi, ça avait été une révélation parce que, ça m'avait fait découvrir, un peu tardivement, mais ce n'est jamais trop tard, hem, qu'il y avait une Amérique francophone, qu'il y avait une Caraïbe francophone, quelque chose que je n'avais absolument pas étudié en Argentine, malgré une formation très, très vaste, et ça avait été pour moi vraiment très important et c'est un texte que j'avais étudié en licence avec mes moyens, à l'époque, quand je venais d'arriver en France et que je ne cessais de redécouvrir et donc je voulais vraiment relire et explorer ce roman qui est tout à fait exceptionnel. Et finalement, Augusto Roa Bastos est aussi un écrivain que j'appré enfin, c'est une œuvre qui m'a beaucoup apporté, mais depuis toujours. Heu, je l'avais étudié en Argentine, heu et ça m'avait marquée parce que, c'était un auteur qui avait fait entrer pleinement, heu, non seulement la langue, guarani, mais aussi la culture de ce peuple amérindien et pour moi, c'était, pour moi, lectrice argentine, à l'époque, jeune lectrice, c'était pour moi un geste, extrêmement fort, pas seulement idéologique, mais aussi en ce qui concerne la conception de ce qui peut être la littérature. Et ensuite, je l'avais eu à l'agrégation, je donne, des détails sur mon parcours, mais bon, que tout le monde a fait quelque part et j'étais convaincue que, la possibilité de mettre en dialogue Édouard Glissant avec Augusto Ravastos n'était que bénéfique, que ça ne faisait que, faire ressortir encore et encore de pistes de lecture. Et alors, du coup, parce que finalement, voilà, vous avez bien expliqué, il s'agissait de mettre des textes à l'épreuve d'une théorie. Et il vous Mmh. semblait que ces textes pouvaient, de manière, parce que souvent, c'est un peu artificiel quand on passe les textes à la moulinette d'une théorie,
Mais là, ça vous semblait l'ordre naturel d'un débat critique. Et alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que cette perspective critique théorique vous a permis de remonter le courant de peut-être conception un peu figée, de réception un petit peu figée de ces œuvres? Est-ce que c'est finalement, ça vous a donné des éclairages différents, mais qui confirmaient l'acquis critique sur ces textes-là? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression vraiment d'avoir démonté des mécanismes un peu vitrifiés, voilà, ça ne se discute pas, Roa Bastos c'est ça, Carpentier c'est ça. Et est-ce que ça a mis un peu d'air frais dans l'histoire littéraire? Je pense que le fait de mettre en dialogue les propositions d'un écrivain comme Édouard Glissant, qui a beaucoup, bon, il a beaucoup lu forcément Alejo Carpentier, et puis aussi, bon, il était en dialogue constant avec Patrick Chamoiseau, mais n'avait pas forcément proposé d'analyse de textes littéraires. C'était surtout un débat d'idées. Il me semblait important d'aller au texte, parce que finalement, je voulais faire, enfin, je voulais apporter une réflexion pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à l'analyse des textes littéraires essentiellement. C'est-à-dire que je me nourris des débats d'idées, mais j'essaye aussi de lire ces textes et de les lire aussi avec les démarches académiques qu'on nous exige, parce que je suis chercheuse à l'université, donc il faut aussi que je puisse répondre aux exigences du milieu académique. Et il n'était pas pour moi, ça n'a jamais été très positif, enfin, ça ne m'a jamais apporté grand-chose de aller au débat qui chercherait à invalider certaines lectures ou à les décrédibiliser. Bon, c'était pour moi important d'ouvrir les textes, Ouais. c'est-à-dire de multiplier les pistes des lectures, les voies des lectures, et non pas forcément de dire, bon, ça c'est vraiment dépassé, c'est obsolète, c'est mal lu. Il ne m'intéressait absolument pas de rentrer dans ce genre de débat. Je ne pense pas que ça apporte aujourd'hui quelque chose, mais c'était surtout de montrer que on pouvait lire autrement. Et en ce sens, personnellement, ça m'a paru positif. C'est pour ça que j'ai décidé de les laisser dans le corpus. Euh, Surtout parce que ça, ça permettait pour moi d'ouvrir certains cloisons, enfin de décloisonner ces textes, de les sortir des circuits traditionnels. C'est-à-dire que souvent, Roa Bastos, par exemple, est étudié tout seul. Mm. Parce que c'est le grand auteur de la littérature paraguayenne, quelqu'un d'incontournable certes, mais qui est toujours associé, voilà, à la littérature paraguayenne, éventuellement par certaines propositions ont voulu à un moment donné le mettre en dialogue avec d'autres auteurs. Oui, c'était des fois convaincant, parfois pas tant que ça. Bon, moi, je trouvais que mettre en relation justement un auteur caribéen, fortement caribéen, avec quelqu'un qui n'avait en soi rien à voir avec la Caraïbe, rien à voir avec l'insularité. S'il y a un pays qui n'a rien d'insulaire, c'est vraiment, enfin, dans le terme, dans l'acception géographique du terme, c'est bien le Paraguay. Euh, Ça pouvait montrer que les dialogues pouvaient être autres, qu'il n'était pas nécessaire de respecter toujours cette idée de la Caraïbe avec la Caraïbe, euh, le Paraguay avec le Paraguay, l'indigénisme avec l'indigénisme. Bon, non, pour moi, il était question vraiment de dire, bon, bah, le dialogue, il faut que ce soit vraiment un dialogue. La poétique de la relation d'Édouard Glissant suppose justement ça, la possibilité de tendre des ponts sans se soucier des traditions littéraires, voilà. Et alors, Après, je ne dites-moi. Oui, non, non, je ne pense pas que ça soit révolutionnaire, mon apport, mais la démarche, personnellement, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a permis vraiment euh, de consolider ma conviction de qu'on peut tout mettre en dialogue, Mm. sans nécessairement forcer les textes. C'est juste une question de point de vue, de relation. Oui, ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de Oui, mécanismes un peu. On oui, travaille toujours de la même manière, avec les mêmes types de mm, méthodologies. oui. Absolument, oui, oui. Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est quel éclairage les théories glissants ont apporté à l'étiquette un peu, peut-être un peu étroite ou pas, je sais pas, vous allez me dire, du realismo maravilloso. Est-ce que d'un seul coup, ça devenait
bah, ça prenait plus d'ampleur, plus d'importance peut-être politique, historique, ou est-ce que bah, vous disiez bah, finalement c'est jamais qu'un outil un peu commercial, une description bon, qui vaut ce qui vaut, qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, Édouard Glissant a beaucoup lu les auteurs de la Caraïbe. Il a beaucoup lu, pas seulement Alejo Carpentier, mais aussi les grands écrivains haïtiens qui ont vraiment réfléchi sur cette question-là. Mais lui-même ne se positionne pas nécessairement comme un spécialiste de la littérature, mais plutôt comme un philosophe et un poète. Et c'est pour ça que dans ces textes, il est souvent extrêmement difficile de trouver de réflexions ponctuelles sur des questions purement littéraires. Et donc, il n'y a pas vraiment de propos tranchés sur des questions que nous, les littéraires, on travaille régulièrement, comme le réalisme magique, le réel merveilleux, ce n'est pas, je crois que dans sa conception, même pour lui, pour sa propre pensée, il tente d'échapper constamment aux étiquettes. Mm. Donc tout ça pour lui est à laisser de côté, il a un peu balayé, je ne sais pas si par manque d'intérêt ou par conviction épistémologique. Mais en tout cas, ce qu'il reprend de tout ça, c'est cette volonté de penser autrement la culture, cette antillanité, cette identité qui est qui est difficile à saisir, à dire. Mm. Je pense qu'il reprend, disons de façon moins explicite, tous ces questions, ces étiquettes, pour mettre en valeur le besoin qu'ont eu ces auteurs de réfléchir à cette façon d'être dans la Caraïbe qui ne pouvait pas être présentée avec les outils qu'on connaissait jusqu'à l'époque. Mais c'est surtout ça, en fait, il le voit comme des reflets d'une véritable réflexion sur l'identité caribéenne, sur comment se concevoir soi-même dans cet espace qui est insaisissable si on tient compte de la pensée occidentale traditionnelle. Voilà, c'est bien pour ça que ma question, en fait, s'adressait moins, enfin, portait moins sur les théories glissants que vous, à qui vous étiez donné comme mission de mettre les textes à l'épreuve de ça. Et donc savoir si ça déplaçait nos catégories d'historiens de la littérature. Et en particulier, bon, moi, vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur Garcia Marquez. Donc, et il y a cette espèce de préjugé, de cliché, à Garcia Marquez, le réalisme magique, point. Du coup, Oui. ça m'intéresse toujours de voir les théories ou les nouvelles perspectives méthodologiques, etc., qui déplacent un peu ces étiquettes qui enferment l'œuvre. Donc, c'était plus de ce point de vue-là par rapport à l'application de la théorie que vous vouliez faire dans le corpus et dans la perspective critique que je vous la posais. Cette question sur le réalisme merveilleux. Bon, alors du coup, si on devait résumer en quelques phrases la thèse de votre thèse, vous diriez, moi, dans mon travail, j'ai voulu démontrer que... Dans mon travail, j'ai voulu démontrer que la proposition que Édouard Glissant fait dans ses essais, mais dans son œuvre poétique aussi, qu'on appelle souvent la poétique de la relation, pour le dire simplement, était euh, une pensée, un discours qui pouvait apporter quelque chose aux études littéraires. Mais pour moi, il était indispensable de analyser en profondeur ces propositions pour identifier ce qui pouvait vraiment apporter quelque chose et ce qui était de l'ordre de la réflexion, mais qui finalement n'était pas forcément très fertile pour nous en tant que littéraires et dans un milieu académique, encore une fois, avec toutes les exigences. Donc, il m'intéressait de voir, bien sûr, comment s'est construisait au fil des textes cette proposition, ce discours finalement très solide, qui est celui d'Édouard Glissant,
mais d'identifier certains éléments. C'était un outil qui pouvait vraiment être intéressant et laisser d'autres de côté, sans les annuler, sans les invalider, mais juste en expliquant dans ma thèse qu'il n'était pas adapté aux exigences des études littéraires, tout simplement. Et, il était important parce que, bon, dans les années, 2000, le discours d'Édouard Glissant était suscitait un engouement, exceptionnel. Il y avait vraiment, 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 beaucoup d'enthousiasme autour de sa proposition, mais cela restait dans justement la fascination de son discours Mmh. et pour moi, il était important de justement réfléchir à ce qu'on pouvait faire, nous, de ce discours-là. Qu'est-ce qu'il nous apportait finalement, à part, l'émerveillement, oui, de la pensée? Mmh. Et donc, clairement, pour moi, ça a été, c'était ça le défi. Hem et je me souviens d'avoir parlé avec Édouard Glissant de mon projet et lui-même était un peu sceptique parce que, cette idée de justement, mettre à l'épreuve, sa proposition, en faisant une sorte une analyse littéraire, était pour lui quelque chose qu'il n'avait peut-être pas envisagé lui-même. Enfin, il n'avait pas écrit pour ça. Maintenant, c'était pour moi ça le véritable intérêt. Il fallait vraiment, que je puisse, montrer ce qu'on pouvait vraiment faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'universitaires très sceptiques à l'égard du discours d'Édouard Glissant et ça me paraissait aussi, un peu injuste. Donc, je m'étais dit: «Bon, pour montrer qu'on est capable de réfléchir avec Édouard Glissant sans rester dans l'émerveillement, dans la fascination, il fallait vraiment faire cette démarche d'analyse critique et de faire un peu le tri, pour voir ce qui pouvait vraiment, nous convenir, nous apporter quelque chose, nous faire évoluer, dans l'analyse de la littérature. Alors justement, ma question suivante, c'est l'ultra contemporain, parce que là, vous avez, mis à l'épreuve, expérimenté la théorie, le texte avec, bon, des textes du XXe siècle et puis d'une certaine catégorie quand même. Voilà, Oui. là, ça convient et cetera. Si je l'applique, à la littérature ultra-contemporaine, disons des choses qui ont été publiées depuis 2010 et je pense en particulier au fameux boom, le deuxième boom des femmes, alors avec, les Mónica Ojeda, les comment s'appellent-elles, toutes les argentines, Arwitz, Mariana Enríquez et cetera. Bon, vous voyez quel type de corpus à quel type de corpus je pense. Donc, est-ce Oui. que là, il vous semble que ça peut continuer à fonctionner, être opératoire? Je pense que ça peut être toujours opératoire. Maintenant, le regard demande un exercice qui est différent, mais c'est là le véritable défi. C'est-à-dire, il faut justement, saisir, les propositions glissantiennes dans leur nature philosophique, pour pouvoir, effectivement continuer à les activer ou pas, enfin à les confronter ou pas. Alors, bien sûr, l'exercice donc que je disais est bien plus difficile. Maintenant, il ne me semble pas, impossible. C'est sûr que, lire, Mariana Enríquez, sous le prisme, enfin avec le regard glissantien est un je ne l'aurais jamais envisagé, mais pourquoi pas? Mais enfin, aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît quand même, un exercice trop difficile. Je ne l'envisagerai pas dans l'immédiat. Maintenant, il y a clairement, des questions qui sont, intéressantes. Quand on parlait de Mónica Ojeda, je pense à son recueil Las voladoras. Je me dis: «Pourquoi pas?» Parce qu'il y a une véritable créolisation en ce qui concerne justement ces grands brassages, culturels qui est implicite, mais qui par moments émerge et se fait voir et qui n'a rien de folklorique. Parce qu'on est d'accord, sûrement, que les textes de Monique Ojeda n'ont rien de folklorique. Il y a vraiment, une, réflexion, une actualisation de ce grand patrimoine culturel qu'elle arrive quand même à saisir, et à intégrer dans une écriture qui est la sienne. C'est pas une écriture anthropologique ou non, mais pourtant ce brassage y est.
Mais je pense aussi, par exemple, à un merveilleux roman d'une jeune écrivaine. C'est très moche de dire jeune écrivaine, mais je vais dire juste une écrivaine. C'est son premier roman, c'est pour ça que je voulais le dire. C'est Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Masso, écrivaine colombienne, euh, qui, un- qui est c'est un texte très récent. Je crois qu'il est paru en 2021, peut-être 2022. Il est très récent. Euh, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui traverse la Colombie pour ramener un enfant qui est un peu son fils adoptif vers sa mère biologique, avec une particularité qui, pour moi, a beaucoup d'écho dans mes lectures, c'est que cette jeune femme est blanche et son enfant est un enfant noir. C'est son enfant pourtant, c'est son enfant adoptif, mais c'est son enfant et il doit le rendre à sa mère biologique. Et ça, elle remonte le fleuve. Alors maintenant, le fleuve m'échappe parce que ma connaissance de la D'Alena, géographie peut-être. colombienne, non. C'est dans la région du Choco, euh, bon, bref. Et donc, c'est vraiment un texte qui réfléchit, qui remet en question plein d'idées reçues sur la culture américaine, la culture de la Colombie, cette Colombie caribéenne, le Mm. rapport entre les groupes ethniques. Il y a vraiment toute une finesse, bien sûr. Encore une fois, on n'est pas devant un roman à thèse ou je n'en sais rien, ce n'est pas du tout ça, mais c'est vraiment une réflexion qui m'a fait vraiment penser au postulat d'Édouard Glissant en ce qui concerne justement le besoin de sortir d'une pensée atavique pour réfléchir autrement un peu à cette culture qui est vivante, en fait, qu'on ne peut pas classer tout simplement avec des étiquettes et la garder voilà, dans des cases séparées. Je pense qu'il y a la proposition d'Edouard Glissant est toujours intéressante. Pas pour tout, bien sûr, parce que voilà, des fois c'est plus évident, des fois c'est moins évident, mais je crois que ça permet toujours de sortir enfin, d'éviter certains pièges. Euh, des pièges voilà, de la pensée trop structurée, sortir des catalogues, voilà, et pourquoi pas, voilà, justement, essayer de mettre en relation des textes un peu euh, dans des démarches qui peuvent paraître insolites, mais qui finalement bah, sont productrices de sens. Oui, oui, qui apporte de toute façon des nouveaux éclairages, c'est bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des gens qui ont eu une influence sur le processus de conception, d'élaboration et après éventuellement d'écriture de la thèse? Dans le processus de conception de la thèse, il y a eu j'ai rencontré des personnes qui ont vraiment eu un rôle essentiel pour moi. Mais même avant la conception de la thèse, avant même que je commence à rédiger un projet, je me souviens que euh, la première année en France, quand j'étais en licence, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une L3, j'avais choisi parmi une offre immense de cours, j'avais choisi de faire justement ce TD de littérature francophone. Et j'avais donc rencontré un enseignant qui est Andouer Bani, qui m'a fait découvrir les littératures francophones, à moi et à tout le monde, bien sûr, mais c'est quelqu'un à qui je remercierai toujours la bienveillance parce que elle m'a reçu ensuite. Je me souviens quand je lui ai dit que je voulais faire ma maîtrise en littérature francophone et qui m'a suggéré des lectures. J'étais fascinée par Patrick Chamoiseau parce que je venais de le découvrir et parce que j'ai donc été lire les autres textes qu'il avait déjà publiés. Et c'est elle qui m'a fait découvrir l'œuvre d'Édouard Glissant.
et qui m'a beaucoup guidée aussi dans la découverte, parce que ce n'est pas une œuvre facile à lire, parce elle est aussi un peu comme un piège aussi, parce que l'écriture d'Édouard Glissant a un pouvoir un peu ensorceleur et il faut pouvoir sortir de ça. Et elle m'a beaucoup aidée à cette époque-là, avec des conseils précis sur justement la bonne attitude à prendre pour justement Mm. travailler sur Édouard Glissant et ne pas rester dans la position de l'émerveillement, de la fascination. Euh, et parfois, je me souviens aussi que j'avais eu des, comment dire, des positions de rejet aussi, parce que bon, la lecture de Édouard Glissant est très engagée, elle est très catégorique. Mm. Et il y avait des propos qui pour moi n'étaient absolument pas valables. Par exemple, tout ce qui concerne les langues du monde, j'avais vraiment du mal à concevoir son positionnement à cet égard. Et bon, Anne Douer m'a beaucoup aidé euh, pour justement sortir du conflit et aller voir la proposition, comment elle était construite, euh, à partir de quels procédés, comment ça s'est construit, c'est pour justement comprendre, au moins comprendre. Et j'ai aussi eu la chance, pendant la rédaction de la thèse, pendant mes recherches et aussi pendant la rédaction de la thèse, d'être très bien entourée parce que à cette époque, avec moi à Paris 4, il y avait des jeunes chercheurs qui, comme moi, voulaient préparer des thèses sur de sujets très divers et variés. Et on avait eu la possibilité justement euh, de nous rencontrer. On s'est rencontrés souvent à la Sorbonne pour dialoguer, pour échanger entre nous au sujet de nos recherches. Et il y a eu une véritable amitié qui s'est créée et qui m'a permis de vraiment vivre la préparation de la thèse moins seule. Parce que je trouve que la solitude des chercheurs, et surtout des jeunes chercheurs, est parfois difficile à vivre. Et j'étais très bien entourée. Ces gens que j'ai toujours remerciés et que je continuerai à remercier ont été aussi mes relecteurs des thèses. Parce qu'on avait un système très solidaire de relecture, on échangeait de relecture constamment. Et il y avait aussi, bon, tous mes camarades, mes amis de la Sorbonne en littérature francophone. Et puis ensuite, quand j'ai préparé l'agrégation, ça aussi, c'est une expérience qui, qui est, qui marque beaucoup parce qu'on rencontre des gens qui ne nous quittent plus. Donc, j'ai aussi rencontré des gens exceptionnels qui préparaient avec moi l'agrégation et qui ont été aussi des interlocuteurs très importants, très précieux pour moi, justement au moment d'incorporer tous ces corpus hispanophones, parce qu'il me fallait vraiment des interlocuteurs, des gens avec qui je pouvais échanger et aussi des gens qui pouvaient relire attentivement et me donner des conseils. Et aussi, je me souviens que parce que ma thèse était comparatiste, donc il y avait beaucoup de traductions, des citations et mes amis de l'agrégation m'ont beaucoup aidé dans ces relectures, des fois pénibles, mais qui font partie du travail finalement. Donc, en ce sens, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de cette bonne ambiance qui était une ambiance de camaraderie, de solidarité. On échangeait beaucoup. Euh, on organisait des choses aussi. Je me souviens que euh, parfois nos thèses restaient un peu de côté parce qu'on aimait beaucoup organiser des ateliers de lecture, des journées d'études, des rencontres, inviter des écrivains. Mais bon, finalement, c'est ça aussi qui enrichit notre pensée, notre démarche, et ça fait quand même aimer la recherche, parce qu'il faut aimer la recherche après. Sinon, si c'est juste du travail et, euh, et des persévérances, bon, après ça devient difficile. Mais non, et j'ai donc tous mes camarades à l'université ont été vraiment essentiels pour moi. J'ai vraiment été entourée. Et après, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont aidée, peut-être sans le savoir, mais qui ont, qui m'ont fait gagner en confiance.
Je garde un souvenir qui est un peu abstrait parce que j'étais jeune et je ne connaissais pas vraiment toutes ces personnes, mais donc j'avais réussi à avoir une allocation de recherche pour faire mon doctorat, ce qui était pour moi essentiel parce que sans le financement, je n'aurais pas pu rester en France pour faire une thèse. C'était vraiment très difficile à concevoir. Et je me souviens, mais c'est un souvenir un peu vague, mais c'est fort pour moi, de l'audition que j'ai passée pour justement essayer d'avoir la location. Et je me souviens d'avoir présenté mon projet à des inconnus, parce que c'est ça qui est le véritable défi, c'est-à-dire que ma directrice de thèse, oui, je l'avais convaincue, mais parce qu'elle me connaissait et on avait eu l'occasion d'en parler. Et je savais que j'allais beaucoup travailler avec elle pour ajuster certaines idées, voilà, pour revoir des démarches. Mais c'était l'occasion de présenter mes idées, mes convictions à des gens qui ne me connaissaient pas et qui n'avaient jamais entendu parler des moi, bon, d'Édouard Glissant, oui, sans pour autant être spécialiste. Mais il fallait les convaincre. Et et le fait d'avoir obtenu cette allocation de recherche m'a donné confiance. En fait, je me suis dit à l'époque, bah, il y a des gens qui pensent que c'est possible de le faire, que ça vaut la peine, ils pensent vraiment qu'on peut me donner quelques euros pour que je mène à terme ce projet. Donc, ça veut dire que c'est pas inintéressant. Et ce sont des moments comme ça, je ne saurais pas dire qui, parmi tous ces professeurs qui étaient là, non, mais de les voir m'écouter avec intérêt et quelque part de valider finalement ce que je présentais m'a beaucoup aidé, m'a donné beaucoup de confiance, m'a beaucoup aidé, et m'a permis aussi, parce qu'on doute beaucoup quand on écrit une thèse, c'est long, le processus, bon maintenant c'est un peu plus court, mais bon, ça pouvait être très long à une époque. Et on passe parfois par des moments de doute parce qu'on se dit: «Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que quelqu'un le lira?» Et des fois, je me souvenais de ça, ça a été, une vingtaine de minutes dans la vie, mais je me suis souvenue que j'avais déjà présenté ça et qu'il y avait des gens qui étaient convaincus quand même. Donc il fallait que je termine et que voilà, que je présente mon travail. Donc ce sont comme ça des personnes, avec qui je suis en contact et d'autres personnes que j'ai un peu oubliées dans la mémoire, comme ça, un peu vague, mais c'était important pour moi. Et alors là, vous avez évoqué des difficultés, des doutes, etc. Justement, est-ce que vous voulez bien entrer dans cette zone d'ombre des difficultés et des doutes pour nous dire, en relever quelques-uns, quelques-unes? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, particulièrement, vous avez eu du mal à surmonter et éventuellement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour les surmonter, à part la solidarité entre doctorants, l'entraide pour les traductions, etc. Est-ce qu'il y a d'autres zones difficiles? C'était difficile de faire la thèse par moment euh, parce que le parcours de chacun est très particulier. Et le mien, aujourd'hui, avec le regard porté sur cette période, je me dis que c'était très bien, mais ce n'était pas toujours facile parce que justement, on est en grande solitude. Et, euh, et c'est un travail aussi pour lequel on nous exige d'être très autonome, très discipliné. Donc il fallait vraiment trouver la constance, trouver le temps pour justement se consacrer essentiellement à ça et ne pas perdre espoir, disons, garder les convictions. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un financement, mais je me souviens aussi que ce financement était très exigeant parce que c'était une allocation couplée d'un monitorat. Et pour moi, enseigner la littérature francophone à Paris-Sorbonne, c'était quelque chose, vraiment un défi similaire, voire supérieur. C'était vraiment très exigeant. Donc je me souviens d'avoir passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à préparer mes cours et d'avoir eu beaucoup de satisfaction à les faire, bien sûr. Mais c'était toujours un détriment de la préparation de la thèse. Donc, il fallait vraiment faire la part des choses. Et ça, c'était une situation, mais je pense que ça s'est reproduit par la suite parce que quand mes financements se sont arrêtés, euh, ce qui arrive, malgré l'intérêt du projet, comme on nous dit souvent, j'ai dû prendre mon poste dans le secondaire.
Et donc, j'étais enseignante d'espagnol au lycée. Et de la même façon, il fallait combiner le travail d'enseignant avec bon, toutes les exigences, la fatigue, le fait de devoir se concentrer sur autre chose qui n'a rien à voir avec la recherche qu'on mène et de trouver quand même le temps de continuer, de finir cette thèse. Je me souviens que toute l'étape de rédaction, je l'ai faite tout en travaillant dans le secondaire. Ce qui Mm. pour moi était positif, j'avais un poste dans le secondaire, donc la question du financement ne se posait pas non plus, mais c'était un exercice compliqué, très compliqué. Donc effectivement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Autre difficulté aussi importante quand on commence à rédiger, c'est que ben moi, je me disais qu'il fallait que je produise le texte de ma vie, vraiment une œuvre pour la postérité, que ça allait me représenter, que c'était moi, en fait, que je devais écrire ce que j'avais fait jusqu'à là dans ma vie. Or, c'est faux. C'est tellement faux, mais on a cette idée. Et c'est pas par naïveté, mais c'était vraiment le sentiment de, voilà, de devoir maintenant montrer ce qu'on avait fait. Pourquoi on avait quitté, moi j'avais quitté mon pays, pourquoi j'avais quitté ma famille, qu'est-ce que ça m'avait apporté, puisque éventuellement j'aurais pu aussi rester en Argentine et continuer mes études en Argentine. Or, j'étais en France, il fallait que je montre que j'avais fait quelque chose d'exceptionnel. Et Mm. c'est une, comment dire, c'est une pression qui ne fait que bloquer l'écriture. Et ça m'a vraiment, jusqu'à ce que je comprenne que si tout allait bien, que si j'arrivais à finir la rédaction de cette thèse, j'allais écrire beaucoup d'autres textes. Et que ça n'allait pas être le seul texte, que j'allais au contraire, ça allait m'ouvrir les portes pour continuer à écrire. Et donc, voilà, une fois que j'ai compris dans ma tête que c'était pas l'objectif ultime, que c'était une étape pour passer à d'autres, j'ai débloqué l'écriture et j'ai pu finir la rédaction. Et ça a été même un moment de plaisir, même. Et alors, puisque vous avez expliqué hein, les raisons pour lesquelles il y avait une pression énorme, alors tout doctorant a une pression en soi, etc. Mais là, vu les circonstances, bon, elles sont quand même plus importantes. Est-ce que vous considérez que vous faites partie de cette colonie de doctorants obsédés qui rêvent de leur thèse, pensent à leur thèse quand ils sont dans la rue en train de faire toute autre chose, ou vous arriviez quand même à laisser la thèse à sa place? Alors, non, j'avais vraiment une obsession. J'avais développé une obsession qui était ridicule. Et je vais donner une anecdote qui va faire rire beaucoup de monde. J'allais à la piscine parce que j'aimais bien, enfin j'aime toujours aller nager pour me détendre. Mais je me souviens d'être dans les vestiaires et de voir le petit panneau au sol qui indiquait sol glissant. Et mon regard, c'était Édouard Glissant. En fait, dès que je voyais le mot glissant, je pensais à la thèse. Et c'était absurde, c'était ridicule, mais je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'avais les yeux vraiment entraînés à lire, à identifier des mots qui résonnaient dans ma tête. J'étais obsédée, oui, bien sûr. Bon. Mais bon, je crois avoir dépassé ces problèmes mentaux. Bah, à mon avis, on en est tous comme ça. Hein. C'est ça, ou la peur de perdre ses fichiers, se promener euh, Mm, avec quasiment une mallette oui. blindée avec son disque externe ou sa clé USB, peur de perdre des choses. Enfin bon. Alors bon, arrive la soutenance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Oui, bien sûr. Alors, le jury était composé de Madame donc Beida Chiki, qui était ma directrice de thèse, Andour Bani, donc professeur à l'époque à l'université de Rennes 2, Papa Samba Diop, qui était professeur à l'université Paris-Est Créteil, et Rémi Clémentine Lucien, qui était professeur à Paris 4. Voilà. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de la soutenance et puis plus largement de la journée de la soutenance? Alors, de la soutenance, je garde un très bon souvenir, même s'il est, encore une fois, un peu vague, mais ce sont des sensations. Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens d'avoir été déjà sur les lieux où j'avais passé beaucoup, beaucoup d'années. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu la chance de pouvoir soutenir dans le bâtiment de la Sorbonne où j'avais fait toutes mes études depuis la licence. C'est-à-dire que j'étais arrivée en L3 et j'ai terminé sur place. Et
symboliquement, pour moi, c'était fort. Aussi parce que je viens d'Argentine et qu'il y a tout un folklore autour de l'université et de la Sorbonne. Pour moi, c'était normal. Je trouvais que la boucle était bien bouclée, que c'était vraiment euh, digne des efforts que j'avais fournis. Mm. Et puis j'étais très bien entourée. Et ça aussi, encore une fois, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Ma famille n'avait pas pu venir. C'était vraiment extrêmement compliqué. Mais pourtant, l'amphi était plein. J'avais des amis, des collègues, des personnes qui avaient lu simplement l'annonce et qui s'intéressaient à les arts glissants et qui venaient écouter. Je me suis sentie vraiment bien entourée. Il y avait vraiment beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, et ça, ça m'a aidé parce que la soutenance, on est dos au public. Bon, mais on sait quand même qu'il y a des gens derrière et que ce sont des gens qui nous font confiance, qui savent qu'on a bien mérité d'être là, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, et puis ils savent, bon, qui apprécient aussi ce qu'on a à dire, parce qu'il y avait beaucoup de collègues bon, qui, qui, voilà, qui voulaient écouter le travail, le rendu final. Non, je trouve que c'était très très bien. Euh, bon, le stress, normal, hein. Mais c'était aussi une belle expérience. Je garde un bon souvenir. C'était très long et pourtant j'étais dans l'euphorie. Euh, voilà, je pense que beaucoup de monde. Après, dès la journée, en général, le pot de thèse, pareil, c'était vraiment un moment très convivial. Je ne me souviens pas de grand-chose, à part d'avoir parlé avec plein de gens qui m'ont beaucoup félicité. Bon, j'étais contente. C'était vraiment bon, un bon moment, un bon moment. Dès la journée, je ne me souviens pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait juste avant, la matinée, je ne sais pas. C'est un blanc. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement parce qu'on a fini de rédiger quelques mois seulement auparavant. Donc c'est naturel, on parle de quelque chose qu'on connaît. Et même si bon, le jury est là pour émettre des critiques, pour pointer du doigt des éléments qui sont peut-être pas très convaincants, ce n'est pas un examen. C'est-à-dire que j'ai senti qu'on me considérait déjà comme quelqu'un qui avait fait ses preuves. Je n'étais pas là pour me justifier, mais pour échanger avec des personnes qui avaient lu mon travail, qui s'étaient intéressées et qui voulaient plus d'arguments. Donc, pour moi, c'était vraiment satisfaisant. Je... Et vous avez versé une petite larme ou pas? Pas du tout. Je suis réservée, non. Pas du tout. Et même, alors, ça, à mon grand regret, je n'ai aucune photo. Je n'ai aucun souvenir. Il y a tout dans ma tête. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que je me souviens comme ça d'images qui me font du bien. Peut-être qu'avec les photos, je serais moins dans l'idéalisation. Mais bon, c'est le souvenir dans ma tête. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que la chercheuse et l'enseignante que vous êtes aujourd'hui continue d'être influencée par ce travail-là précisément? Et c'est clairement un moment qui m'a marqué, je pense, à vie, parce que ça m'a fait grandir intellectuellement, mais même, comment dire, psychologiquement, j'ai envie de dire, parce que c'est une épreuve. C'est-à-dire que je me suis confrontée pendant la préparation de la thèse, donc comme tout doctorant, j'avais fait beaucoup de colloques, donc j'avais beaucoup parlé de ma thèse ou marqué par ma thèse, et j'avais eu beaucoup de moments des remises en question par des collègues qui n'étaient pas forcément convaincus. Et ça m'a fait douter, mais en même temps, ça m'a permis aussi de consolider mon discours, enfin, de réfléchir à comment je pourrais faire pour convaincre quelque part de la validité de mes propos. Et ça m'a aidé. Vraiment, ça m'a permis justement de gagner en confiance, bien sûr, mais aussi de trouver comment dire, des stratégies de construction de mon discours Oui. qui faisaient que c'était plus solide, que c'était moins fragile, voilà, qui les rendait plus valables pour le coup. Et ça, je pense que ça a été formateur, vraiment, dans le bon sens du terme. C'était vraiment formateur. Euh, Aussi, ça m'a beaucoup marqué parce que, bon, quand on fait des études, on ne nous demande pas forcément d'innover.
d'être créatif. Je veux dire, quand on fait une licence, un master, etc., il y a beaucoup d'exercices, d'acquisition des connaissances, et puis beaucoup d'exercices pour prouver qu'on a les compétences. Mais la, la préparation du doctorat, avec tout ce qui entoure cette période, c'est-à-dire l'écriture d'articles, la présentation de communication lors de journées d'études, colloques, ateliers et autres, euh, m'a permis d'exprimer des idées qui m'aient semblé quand même plus innovantes, plus créatives, d'aller au-delà de ce que j'avais pu lire. C'était pas, c'était voilà, de devenir vraiment productrice, disons, des lectures. Et ça, c'est quand même essentiel parce que c'est ce qu'on fait par la suite. Bien sûr qu'on continue à lire et à étudier, bien évidemment, et à lire les collègues aussi, et à remettre en question ce qu'on a dit. Mais cet exercice de justement aller au-delà de ce qu'on vient de lire pour essayer de voir autre chose, ça, je l'ai appris au moment de la préparation de la thèse et ça m'accompagne toujours. Et, Et en tant et- qu'enseignante, alors, ah, en tant qu'enseignante, c'est, c'est, c'est plus difficile parce que bah, on enseigne, moi j'enseigne à tous les niveaux, en L1, L2, L3, et c'est vrai que bah, je dois adapter mon discours justement pas seulement au contenu prévu pour chaque enseignement, mais aussi au public que j'ai, qui n'a pas forcément encore vécu tout ce que j'ai pu vivre ou qui n'a pas encore fait les lectures. Donc, il est parfois difficile d'aborder ce genre de réflexions. Maintenant, il y a quelque chose qui, par contre, m'a beaucoup apporté, c'est que pour moi, une des richesses de la poétique de la relation d'Édouard Glissant, c'est ce que ça apporte au niveau de l'ouverture dans la pensée, l'ouverture d'esprit. Quelque chose qui est quand même pour moi peut-être aussi de l'ordre idéologique, mais qui, pour le coup, donc, a un impact direct sur notre travail intellectuel. Et ça permet non seulement de transmettre forcément une connaissance ou de suggérer une connexion, mais aussi de garder cet esprit-là et de concevoir donc tout apprentissage comme une réflexion qui peut être élargie, qui peut être plus ouverte. Et donc, les retours des étudiants, pour moi, est à envisager comme une invitation un autre type de réflexion. Je ne dis pas que je vais toujours tout accepter, bien sûr que non, ça serait de la démagogie, mais c'est un état d'esprit. Je veux dire, bon, pourquoi pas, c'est rien de ça. La créativité vient justement de la rencontre avec l'autre, de l'échange avec l'autre aussi. Donc, et ça, c'est quelque chose, je pense, hérité des années clissantiennes. Oui, on est marqué à bon, vie. je comprends très bien comment est-ce que du coup ça fait un rapport au monde en général et à l'autre en particulier. Alors, est-ce que vous avez relu votre thèse? Je n'ai pas vraiment relu ma thèse. Alors, Je ne sais pas, pourquoi? je l'ai parcouru par pudeur, je pense. C'est pas de la Parce que ça superstition, c'est pas de la superstition. non, non, ah non, 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 pas du tout. Non. Non, c'est par pudeur parce que malgré tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même, il y a toujours. Euh, en fait, elle représente beaucoup d'années de travail. Elle représente beaucoup de souvenirs aussi. Et quelque part, je me dis, j'ai peur d'être déçue de mon travail, d'avoir idéalisé quelque chose qui était finalement médiocre. Je ne pense pas finalement, mais c'est psychologique. Alors, je l'ai parcouru par contre, hein, c'est pas que, elle n'est pas complètement oubliée, je l'ai parcouru, je me souviens d'avoir relu des parties pour me rappeler de certaines idées que j'avais pu suggérer sans forcément trop les développer, etc. Et je comptais développer par ailleurs, des articles, autres. Donc franchement, non, je ne l'ai pas relu en entier. Je le ferai peut-être un jour, je ne sais pas. Et elle est où chez vous, cette thèse? Elle trône dans la bibliothèque parce que c'est votre œuvre ou elle est rangée au fin fond d'une cave Elle est
dans le dernier. Non, il est dans mes bibliothèques, mais il n'est pas mis en évidence. En revanche, chez mes parents, il est sur la table basse du salon. Ah oui, mais ça, les parents, c'est normal. Ah, non, non, la mienne, elle est rangée. Je sais qu'elle est là, je peux la trouver rapidement, mais c'est pas, elle n'est pas sur ma table de nuit. Bon. Quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Eh bien, il y a des conseils qui peuvent paraître évidents, mais qu'il faut rappeler, je pense. Il faut croire en ses convictions. Il faut vraiment persévérer. Il faut se souvenir de ce qui nous a, à un moment donné, donné envie de faire cette thèse. Parce qu'il y a quelque part, je pense, une petite passion, il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'émotionnel, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous a touchés à un moment donné et qui nous a donné envie de continuer à travailler sur ça. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Parce qu'effectivement, c'est une étape dans la formation universitaire. C'est aussi une stratégie pour professionnels parce qu'on a en tête un parcours et en ce sens, des fois, ça devient un petit peu stressant. Mais quand on stresse, quand on doute, il faut se souvenir pourquoi on a choisi de travailler sur ça. Qu'est-ce qui nous plaisait à ces moments-là? Qu'est-ce qui nous a vraiment donné envie quand on s'est dit qu'on allait passer peut-être 3 ans à travailler sur le même auteur ou sur la même question. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis ensuite, de rester quand même en contact avec, avec des chercheurs, des personnes qui peuvent être, sans être spécialistes, c'est très rare, et même c'est mieux, j'ai envie de dire, de ne pas être forcément en contact avec quelqu'un qui est spécialiste du même sujet qu'on est en train de travailler. Parce que, bon, c'est aussi un peu, ça peut être un peu stressant, un peu conflictuel, mais garder les contacts avec d'autres chercheurs, avec des jeunes chercheurs ou des chercheurs confirmés, peu importe, mais qui puissent vraiment être interlocuteur à un moment donné, qui puisse ne pas avoir peur aussi de parler de sa thèse. Euh, parce que ça fait évoluer, parce que même les remarques qui peuvent être parfois mal prises quand on est en pleine rédaction ne font que enrichir en fait la réflexion. Parce qu'on se dit que si ça suscite telle ou telle remarque, ça vaut la peine peut-être de mieux expliquer un propos ou de mieux développer une partie, etc. Donc le dialogue pour moi est essentiel. Essentiel. Alors l'idéal, c'est avec le directeur de recherche, bien sûr, mais il n'y a pas que le directeur de recherche. Et des fois, les directeurs de recherche, pour des raisons diverses et variées, ne peuvent pas forcément être euh, à côté tout le temps du doctorant. Mais bon, bah, c'est ça, c'est à ces moments-là que les autres personnes interviennent et qui sont tout aussi valables finalement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Voilà, avoir un bon entourage amical. Ça, c'est ce Oui, qu'on oui, retient. bienveillant. Bienveillant. Ouais, ouais, Alors, clairement. pour finir, est-ce que vous voulez bien prendre votre thèse et nous lire la première phrase et nous en faire un commentaire? Oui. Alors, donc la première phrase de ma thèse. Alors que la production théorique littéraire semble diminuer en France, la poétique de la relation d'Édouard Glissant surgit et s'installe comme un discours fort sur la littérature. Eh Alors, bien, c'est une phrase très courte et qui est un peu scolaire, mais elle reflète qui j'étais à cette époque-là. Bon, je la garde telle qu'elle. Elle est un peu naïve dans sa formulation bon, parce que c'est un peu osé de dire que la production théorique littéraire semble diminuer en France. Bon, c'est vraiment discutable, mais elle reflète quelque part un constat que j'avais en tant qu'étudiante et quelque chose qui, bon, finalement, qui avait été le moteur, un des moteurs pour moi au moment de décider de mon sujet de recherche. Euh, J'avais l'impression que après le post-structuralisme, il y avait eu un silence, comme si ça n'intéressait plus la réflexion sur la littérature. Et pour quelqu'un qui vient de l'université argentine, c'est extrêmement gênant parce que nous sommes vraiment
formée à la réflexion sur la théorie de littéraire et je voulais découvrir autre chose. J'avais déjà lu Barthes, Derrida. Euh, je voulais trouver quelque chose de nouveau et je ne trouvais rien à part cet immense discours qui était la poétique de la relation. Et je Mm. m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être qu'il faut s'occuper de ça. C'est peut-être ça qu'il faut lire maintenant. Et c'est ça qui m'avait justement encouragée à choisir ce sujet de recherche. La poétique de la relation comme un discours théorique, poético-théorique sur la littérature. Et alors là, on est à l'aube de 2024. S'il faut, de votre point de vue, relire un texte de Glissant, ce serait quoi? Un seul, Ou une page? je crois, je crois que Philosophie de la relation est un texte, c'est un des derniers textes d'Edouard Glissant. Et parce qu'Édouard Glissant a su très bien construire son œuvre, il y a une évolution chronologique qui est très claire, qui gagne en lucidité, en densité. Philosophie de la relation est pour moi un texte qui, on ne va pas dire qui résume, mais qui réunit les principes essentiels de sa proposition. Eh bien, merci beaucoup. Après, pas Merci de beaucoup rien. pour ce conseil de lecture et puis pour avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.